la santé des aidants, hein. En fait, pour vous donner l'intitulé exact du propos, vous accompagnez un proche et vous, votre santé. Parce qu'en effet, évidemment, quand on est très sollicité par le fait d'aider un de ses proches à domicile, on a tendance à s'oublier un peu. Et c'est ce dont vont nous entretenir nos deux intervenantes du jour, à savoir Lucille Bertrand, hein, donc de l'ADAPA, qui est chargée de mission Habitat et politique en faveur des aidants. C'est bien ça? Parfait, merci. Et puis pour la page, donc Anne-Laure Diochon, qui est chef de service et qui s'occupe de la plateforme de répit des aidants. Voilà. Je crois que vous nous avez préparé un propos, donc je vais vous laisser le dérouler, et puis on réagira d'ailleurs tout au long de votre présentation si besoin, et puis on développera après. Voilà. Je vous laisse officier, je vous en prie. Donc bonjour à tous et à toutes, merci d'être là ce matin. Merci à David et à l'équipe de nous recevoir et voilà, pour qu'on puisse parler de notre sujet. Donc avec Anne-Laure Diochon de la page, nous allons effectivement aborder le sujet de la santé des aidants. Parce que, comme le disait David tout à l'heure, un aidant, on a tendance surtout à aborder la question de des personnes que l'on aide, mais derrière, il y a des aidants. Et ces aidants ont tendance à s'oublier dans leur rôle d'aidant et dans toute l'implication que ça engage. Donc avant de commencer la présentation, je voulais simplement brièvement présenter l'ADAPA, qui est une association départementale d'aide aux personnes de l'Ain. Donc l'association a été créée en 1959 et depuis 60 ans, elle a évolué. Et aujourd'hui, donc, elle propose bien évidemment de l'aide et de l'accompagnement à domicile sur tout le département. Des services de soins infirmiers à domicile et services polyvalents d'aide et de soins à domicile sur des secteurs spécifiques que sont Miribel et Montluel. Elle propose de l'alternative au domicile par le biais de résidences essor, ville-à-ville, accueil familial. Mais l'ADAPA, c'est aussi du portage de repas, des transports accompagnés, une convention avec la mutualité de l'Ain sur les objets connectés. C'est un volet prévention avec différents ateliers, bien sûr, dont les axes sont tracés par le plan senior du conseil départemental. Et puis, c'est un volet aide aux proches aidants, proposant soutien et accompagnement individuel, aussi collectif, en proposant ateliers, formations, café des aidants. Et puis enfin, c'est du répit, de l'aide au répit, avec des relayages possibles de nuit, de jour, en fonction de la demande. Voilà, je laisse Anne-Laure présenter la page. Bonjour à tous. Donc, je vais aussi débuter cette conférence par vous dire un petit mot sur la page, donc Association pour adultes et jeunes handicapés. Donc, c'est une association nationale et sur le département de l'Ain, elle est composée d'une association militante et de structures médico-sociales. Donc, sur Bourg-en-Bresse, un CESAD avec une antenne sur Feyant, un IME spécialisé autisme, une équipe mobile. Une unité d'enseignement maternel, sur Meximieux et sur le Pays de Gex, un ESAT, des services d'accueil de jour, SAVS, etc. Et puis une plateforme de répit des aidants qui intervient sur tout le département de l'Ain. Donc être aidant, qu'est-ce que c'est? On entend souvent ce mot. La définition, c'est une personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie, soit du fait de son âge, d'une maladie ou d'un handicap. Donc cette définition, elle permet d'envisager les aidants dans toute leur diversité. On est aidant quand on est frère, sœur, parent, conjoint, ami, proche, qui apporte différentes choses, des soins, du nursing, de l'accompagnement à l'éducation, à la vie sociale, de l'aide dans les démarches administratives, de la coordination, de la vigilance, enfin, ça revêt tout un tas d'activités. On peut avoir des diversités de ressentis. On se sent aidant parfois, parfois non, on ne le ressent pas comme ça.
des diversités aussi dans nos équilibres de vie, professionnels, personnels, avec notre rôle d'aidant. Et puis des diversités également dans les relations aidant-aidé qui sont nombreuses. Voilà, une diversité de situations, par contre une préoccupation commune pour chacun, c'est un aidant, il est avant tout préoccupé par la situation de la personne qui l'aide. Et pour autant, les aidants ont également des besoins, des attentes auxquelles peuvent être apportées des réponses spécifiques. Donc en termes, quelques chiffres quand même pour rappeler que depuis 2005, il y a eu une succession de lois qui ont tenté de donner petit à petit un statut et des droits aux proches aidants. Donc aujourd'hui, selon les statistiques, on estime qu'il y aurait entre 8 et 11 millions d'aidants en France, dont 57% sont des femmes. L'âge moyen est de 52 ans et 50% cohabitent avec la personne accompagnée. 47% également ont une activité professionnelle. Donc, et dans cette population de proches aidants, environ un tiers déclarent déclarent délaisser leur santé. Donc, toujours dans les statistiques, en termes de santé, 48% des aidants déclarent avoir une maladie chronique, 29% se sentent anxieux et stressés, et puis 25% déclarent ressentir une fatigue physique et morale. Être aidant, ça revêt beaucoup de facettes, beaucoup d'enrichissement aussi. Une richesse émotionnelle. Quand on est aidant, les émotions sont exacerbées par la situation. On se dit des horreurs, mais on se dit aussi qu'on s'aime, plus que si la situation n'était pas celle qu'elle est. La dyade aidant-aidé, c'est un binôme qui est fusionnel. Il y a de la complicité, de la complémentarité, un lien exclusif. Il faut réussir à veiller à maintenir des expériences plaisir dans cette relation. Et puis l'aidant est en permanence en train de faire des efforts pour accepter une évolution, enfin l'évolution de la situation de son aidé, qui est favorable ou non. Ça entraîne voilà, une reconfiguration mentale qui est permanente. Être aidant, c'est également un développement de compétences. Par contrainte, certes, mais ce sont des compétences quand même. Et notamment, c'est finalement des capacités d'ordre organisationnel parce que ça demande de rechercher des informations, des prises de contact diverses, une coordination des professionnels qui gravitent autour de la personne aidée. C'est une gestion d'emploi du temps qui est incroyable, gestion des approvisionnements et des stocks, enfin voilà, etc. Ce sont aussi des capacités administratives puisqu'on a une planification multiple de rendez-vous, des constitutions de dossiers, parfois de la gestion d'une mesure de protection juridique. Voilà, c'est tout ça. C'est aussi des connaissances, puisque l'aidant finalement devient, on va dire, spécialiste de la maladie ou du handicap de la personne qui l'accompagne. Et ce sont enfin des compétences techniques de mobilisation, d'habillage, de change, de douche, de soins infirmiers aussi. Donc ce sont tous des actes, on va dire, essentiels de la vie quotidienne. À savoir que tout ceci est transposable dans un registre professionnel ou associatif Voilà. Transposables, donc sont des compétences que l'on peut, on va dire, développer, réutiliser aussi bien sur le plan professionnel si on souhaite une activité dans ce sens-là, ou sur le plan associatif si l'on veut s'engager à côté de ça, même si on sait que quand on le vit déjà personnellement, on n'a pas forcément envie d'y retourner, mais en tout cas, ce sont des compétences qui existent et qui sont transposables. Être aidant, c'est aussi une place, un statut, pas encore bien reconnu aujourd'hui, mais qui va sûrement évoluer. On est parents, on est frères, sœurs, on est conjoints, mais on est finalement plus que ça, plus qu'un parent, qu'un frère, qu'un sœur normal.
Quand on est aidant, on n'est pas toujours candidat. Souvent, on est désigné sur ce rôle-là. Mais n'empêche que voilà, on a une place de proximité avec ses richesses et aussi ses charges. Comme je vous le disais, il y aura sûrement bientôt un statut pour les aidants, ce qui sera intéressant car on sortira de l'assignation à être, mais on aura également des droits assortis à ce devoir. Et puis, enfin, être aidant, ça engendre aussi un changement de regard sur le temps et sur le monde. Parce que quand on est aidant, il y a aussi l'incertitude sur l'avenir qui finalement invite à prendre pleinement les bons moments tels qu'ils viennent. Une forme de philosophie va se dégager, un carpe diem si on peut dire, avec en quelque sorte un demain ça pourrait être pire, donc finalement aujourd'hui c'est pas si mal. Et puis il y a indéniablement un recentrage sur les priorités et finalement ce qui est vraiment important. La notion de temps prend une dimension toute particulière quand on est aidant parce que le rythme de l'aidant n'est pas toujours celui de la personne que l'on aide et il vaut mieux peut-être essayer de consacrer une moins grande période à la personne que l'on aide, mais par contre le temps que l'on passe avec, essayer de faire qu'il soit pleinement conscient et en tout cas que les dents soient en pleine disponibilité. C'est quand même la situation et l'état, entre guillemets, de l'aider qui conditionne énormément cette notion du temps. Tout à fait. C'est sa vie à lui qui rythme la vie de son entourage. Exactement. Et ça, c'est difficile de s'en détacher. Oui. Ouais. Et ça, c'est un défi et c'est un des éléments, c'est un des aspects dans lequel vous aidez un peu les gens auprès desquels vous intervenez. Tout à fait. Oui. L'aspect psychologique. Leur apprendre à se dégager du temps à eux. Exactement. Oui. Prendre du temps pour soi parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas bien accompagner quelqu'un si on n'est pas bien soi-même. Donc après, on fait comme on peut. Comment on parvient à les convaincre? Parce que c'est ça qui est dur, c'est qu'eux, ils sont tout dévoués à celui ou celle qu'ils aident. Et il faut vraiment les convaincre, parfois en insistant, pour qu'ils pensent à eux. C'est un travail d'accompagnement de longue haleine, de confiance et voilà, ça se passe aussi par le biais de rencontres d'autres personnes qui sont dans le même cas qu'eux, donc par le biais des groupes de parole ou des cafés des aidants qui permettent aussi de voir des situations d'autres personnes qui sont dans un autre temps que de l'aidance. Et oui, ça peut leur donner en tout cas une issue. Je voulais m'arrêter 2 secondes, on poursuivra, mais c'est intéressant, c'est bien aussi qu'on s'arrête sur certains points. Café des aidants, groupe de parole, il y en a régulièrement. Dans le progrès, on en fait régulièrement écho d'ailleurs. Oui. Je dirais quoi, il y en a un par mois? Un par mois C'est ça, pour le Café des aidants, absolument. groupe de parole également dans différents lieux du territoire. Ouais. Oui. Et qu'est-ce qu'ils se disent alors entre eux? Moi, ça m'intéresse. Oui. L'idée, c'est que déjà chacun puisse s'exprimer librement, sans jugement. Donc voilà, on donne un peu les règles du groupe. Et ensuite, chacun peut exprimer soit sa situation, là où il en est aujourd'hui, soit l'évolution, si c'est des personnes qui reviennent depuis plusieurs fois. Et puis, il est toujours intéressant de voir à quel point les personnes qui ont vécu les situations sont à même de donner du recul, de permettre du recul aux autres qui sont encore peut-être dans le nœud du problème ou en pleine difficulté. Vous parvenez à attirer à ces groupes de parole ou ces cafés des gens qui n'y sont jamais venus? Est-ce que vous parvenez à éviter le fait que finalement ce soit toujours les mêmes? Ouais. Oui, alors on a des gens qui viennent régulièrement, des habitués, et on a aussi des personnes nouvelles qui ont besoin de venir justement écouter le témoignage, l'expérience, les compétences des personnes qui ont déjà vécu ça. On arrive à les
à leur proposer ces groupes par le biais aussi des partenaires qui sont quand même premiers orientateurs de, de ces groupes. Les partenaires, c'est-à-dire Donc tous les partenaires psychosociaux, médicaux du département. les intervenants à domicile, Les notamment. intervenantes à domicile aussi, qui sont les premières sur le terrain et à constater des choses. Un des aspects essentiels quand on est aidant, effectivement, c'est la gestion de celui ou de celle qu'on aide, mais c'est aussi la gestion de tous les gens dont on parle, tous les intervenants. Parce que là, on est, c'est une machinerie incroyable d'avoir à domicile. Je parle à domicile parce que c'est vraiment la situation la plus, vraiment la plus contraignante, la plus lourde. Voilà. Et il faut vraiment avoir des talents de logisticien pour tout organiser. Vous évoquiez la gestion des stocks, la gestion des gens donc qui viennent à domicile. Et en fait, comme toute relation humaine, c'est générateur potentiellement de conflits ou d'incompréhensions. Et comment vous intervenez dans ce genre de situation où vraiment l'aidant ne parvient pas à lâcher prise au point de s'attirer un peu l'inimitié de ceux dont c'est le métier. Ouais. Oui, justement, le SASPA, le service d'aide et d'accompagnement pour les proches aidants, est là aussi, enfin, est spécifiquement là pour accompagner l'aidant. Donc, il y a un entretien, enfin, à titre individuel, en tout cas, on prend du temps avec lui, on fait un bilan de là où il en est. Et on l'accompagne dans ce qu'il y a à faire. Donc s'il faut aller faire les choses à un moment donné pour lui, parce qu'il ne peut plus, on le fera. Et s'il y a du lien à refaire aussi avec les partenaires, on va dire les professionnels qui interviennent, s'il y a à coordonner les choses, on le fera aussi. La médiation pour dire les choses. Hein. Tout à fait. Ouais. Oui. Justement, le temps, qui est une notion importante pour les aidants, va avoir un impact sur la santé. La santé des aidants, c'est le sujet aujourd'hui. Lucie nous a dit un peu plus tôt que 31% des aidants déclarent délaisser leur propre santé. Donc finalement, est-ce que vous, en tant qu'aidant, vous vous êtes déjà posé ces questions ? Est-ce que depuis que je suis aidant, ma santé a changé ? Est-ce que je dors bien ces derniers temps ? Est-ce que j'ai de l'appétit ? Est-ce que je mange ? Est-ce que je pratique une activité physique ? Est-ce que je sors pour voir mes amis, pour avoir des activités de loisirs, du temps pour moi ? Voilà, toutes ces questions sont importantes. Le premier vecteur de santé, c'est le sommeil. Le sommeil de l'aidant, il est souvent mis à rude épreuve. Des couchers tardifs, des levées tôt, un sommeil entrecoupé, un état de veille nocturne important. Et pourtant, le sommeil, c'est une fonction biologique vitale. Hein, c'est une phase durant laquelle le corps globalement se régénère. Il permet un meilleur équilibre physique et psychologique et il est indispensable pour réduire le stress que peut connaître l'aidant au cours de sa journée. Donc avoir un sommeil réparateur, ça permet d'avoir de bonnes énergies pour mieux concilier sa vie personnelle et son statut d'aidant. Donc si le sommeil est perturbé, que l'on dort avec la personne aidée, on peut mettre en place des petites choses pour limiter ça. Chambre ou lit à part, c'est possible, avec la mise en place de talkie-walkie ou de babyphone par rapport à cette vigilance qui est quand même importante. Si on dort dans le même lit, on peut essayer d'avoir 2 matelas séparés. Ne pas hésiter aussi à parler de son sommeil et du sommeil de l'aider et éventuellement des ronflements au médecin, voilà, qui est un appui. Et puis, il y a les solutions de répit dont on parlait. Ne pas hésiter à demander de l'aide à un proche, à des services spécifiques pour des gardes itinérantes de nuit, de l'accueil de nuit, du répit à domicile. Ce qu'on peut mettre en place aussi, c'est de prendre du temps pour soi au moment du coucher, avec des petits rituels d'endormissement, des techniques de respiration. Pas hésiter à mettre en place un couvre-feu digital, hein, mettre de côté ce qui peut perturber le sommeil. Voilà, puis d'autres choses en termes de rituels qui peuvent être mis en place. Deuxième chose importante, l'alimentation. On dit souvent que quand l'appétit va, tout va. Le rythme soutenu et les sollicitations de son proche entraînent souvent l'aidant à oublier ses propres besoins.
pas le temps de manger, ou alors on mange sur le pouce, on grignote, on perd l'appétit, on développe des troubles du comportement alimentaire. Pourtant, l'alimentation, ça a aussi une fonction vitale, au même titre que le sommeil. Bien manger, c'est un allié précieux pour la santé, pour l'énergie, pour le bien-être, et ça contribue à protéger de certaines maladies. Donc ce qui est très important, c'est d'essayer de mettre une certaine régularité dans les repas, matin, midi, soir, de définir cette régularité, d'écouter sa faim, sa satiété, de varier son alimentation, de veiller à limiter sa consommation de produits gras, sucrés, d'alcool, de café. De bien penser à mastiquer, c'est important. Prendre le temps de mâcher pour favoriser la production des enzymes digestives qui vont protéger notre équilibre intestinal. Ça peut paraître anecdotique, mais quand on a quelqu'un à charge, Ouais. il faut manger vite. Ouais. Et c'est pour ça que vous insistez sur le masticage. Exactement. Et tout ce que ça implique. Et tout ce que ça implique. Ouais. Et voilà, ces temps de repas, c'est des temps de partage. Et si c'est vraiment compliqué de manger avec son aidé, là aussi, ne pas hésiter à faire appel à des professionnels qui peuvent vous relayer pendant ce temps de repas pour continuer à profiter des moments de repas, qui est quand même un moment de partage avec son aidant. Un tiers peut faciliter les choses. La santé, ça passe aussi par l'activité physique et on dirait pourvu que ça bouge. C'est important. L'activité physique, ça regroupe tous les mouvements du corps qui vont entraîner une dépense énergétique. Donc, à titre d'exemple, le sport, le bricolage, le jardinage, la danse, le ménage sont des activités qui participent au bien-être général, mais aussi contribuent aussi grandement à la prévention et agissent sur tout ce qui pourrait engendrer des problèmes de santé. Donc la sédentarité, ça agit sur le moral, le diabète, le surpoids, l'hypertension artérielle, certains cancers, les problèmes cardio-respiratoires et puis enfin sur le stress. Que faire? Eh bien, l'idée, ce serait peut-être de choisir du coup une activité qui nous ferait déjà plaisir et qu'on pourrait partager entre amis ou en famille, peu importe, ou avec des proches. On part d'une démarche progressive parce qu'on fait déjà ce qu'on peut et c'est déjà bien. Et puis, on s'équipe aussi avec du matériel confortable et adapté. Il est important également de s'accorder du temps et de garder de l'énergie pour soi et pour sa santé, on le disait tout à l'heure. On veille par contre à ne pas négliger son suivi médical ou son suivi de santé, parce qu'effectivement quand on est aidant, eh ben, on s'occupe de la santé de la personne que l'on accompagne, mais on oublie sa propre santé. Et ça, c'est quand même essentiel de pouvoir être bien soi-même. Là, c'est le chapitre prévention On dépistage, est sur justement. prévention Et dépistage. ce qui est très intéressant, je le mets en lien avec avec le profil type que vous décriviez des aidants, des gens qui ont en moyenne 52 ans. Oui, tout à fait. C'est quand même un âge à partir duquel il faut quand même être attentif à pas mal de choses, en termes de santé, en termes de provenance de maladies éventuelles. Et ben, évidemment, c'est à ce moment-là que on a tendance à l'oublier du fait de la situation, alors que précisément on est dans un créneau qui devient sensible de ce point de vue-là. Oui. Donc il faut combiner tout ça. Le vieillissement, on va dire, puisqu'on c'est beaucoup du vieillissement quand même, de celui qu'on aide, de celui ou de celle, mais aussi son propre vieillissement. En plus, on ne se voit pas vieillir. Le temps passe vite Tout à fait. et on ne se voit pas vieillir et soi-même arriver à un stade où le risque augmente. Ouais. On ne se voit pas et on s'oublie, parce que quand on est aidant psychiquement, il y a des choses, il y a des mécanismes qui se mettent en place et qui font que on n'existe qu'au travers de l'autre aussi. Donc, et puis enfin, donc en termes d'environnement social, ce serait continuer à vivre sa vie. Eh bien, pourquoi pas? L'équilibre entre la vie sociale, parce que l'équilibre entre la vie sociale, la vie familiale et la vie professionnelle contribue à rester en forme et à atténuer le stress et la fatigue. Donc il est essentiel de s'accorder du temps pour soi, de sortir, de continuer à sortir, de voir du monde, des amis, pratiquer des loisirs, les activités sportives
et culturelles, les activités de bien-être et d'épanouissement personnel contribuent à une certaine décompression et permettent de faire de nouvelles rencontres aussi, donc de sortir de son quotidien. Par contre, il est bien sûr indispensable que son proche soit correctement accompagné sur le plan professionnel à côté, et qu'il bénéficie des aides dont il a besoin, que ces aides soient qualitatives et quantitatives et suffisantes surtout, parce que si elles ne sont pas là, l'aidant n'aura pas la disponibilité, la pleine disponibilité à ses activités personnelles. Les moyens pour cela, ce sont toujours les mêmes. Ça peut être de l'accueil de jour temporaire, ça peut être de la garde à domicile, ça peut être de l'accueil familial. Et enfin voilà, plusieurs solutions de répit peuvent s'offrir. C'est tout. Je continue. Justement, pour prendre du temps pour votre santé, on a bien vu que c'était essentiel. Et pour se dégager du temps, vous pouvez rééquilibrer les forces par l'apport de compétences externes. Donc les services professionnels comme ceux de l'ADAPA et comme ceux de la PAGE sont là pour vous redonner du pouvoir d'action et ainsi avoir du temps pour votre propre santé. Donc vous soutenir, vous accompagner, vous proposer des temps de répit, c'est participer à votre qualité de vie et à la possibilité pour la personne aidée de rester à son domicile, ce qui est souvent le choix le plus souvent le choix des personnes. Donc il existe des ressources pour la santé. Pour parler de sa santé, il ne faut pas hésiter à interpeller tous les professionnels de la santé qu'on est amené à rencontrer dans notre quotidien, souvent pour s'en aider, mais les médecins traitants, les spécialistes, les dentistes, les infirmières, les psychologues, toutes ces personnes que vous rencontrez pour votre aidé, vous pouvez aussi les alerter pour vous, pour votre santé. Pas oublier les examens de prévention en santé qui sont proposés par la Caisse primaire d'assurance maladie. Par rapport à la situation de votre proche et à l'accompagnement que vous faites en tant qu'aidant, donc il y a des lieux ressources pour si vous accompagnez un proche de plus de 60 ans, les CLIC sont un lieu ressource, Centre local d'information et de coordination. Si la personne a moins de 60 ans, il y a les MDPH, Maisons départementales des personnes handicapées, donc les services d'aide et de soins à domicile, les CCAS des communes, les plateformes de répit, bien évidemment. L'ADAPA a également un service d'accompagnement des proches aidants. Voilà, il y a énormément d'associations qui existent, que vous pouvez aller voir. Ciel Bleu, l'UNAFAM, France Alzheimer, l'AFA, enfin voilà, différents types d'associations. J'en oublie beaucoup, il y en a énormément. Et puis, si vous avez des questions plus juridiques, il y a également Santé Info Droit, qui est une ligne d'information juridique et sociale constituée de juristes et d'avocats qui ont vocation à répondre à toutes les questions en lien avec le droit de la santé. Voilà, donc énormément de ressources qui existent. Parfois, on est un peu perdu dans toutes ces potentialités. Donc, la plateforme des répits des aidants de la PAGE est là, est constituée de 2 professionnels, éducatrices spécialisées et conseillères ESF, qui peuvent vous accompagner dans tout ce paysage pour coordonner les choses. Et l'ADAPA également, avec son service d'accompagnement des proches aidants. Donc du coup, nous avons terminé cette présentation. Nous vous remercions. Je tenais juste à rappeler donc que par rapport au thème d'aujourd'hui, que effectivement, je le redis encore une fois, mais la santé des aidants, elle est essentielle. Votre santé est essentielle et que l'idée c'est de prendre soin de soi pour mieux accompagner l'autre aussi. Si vous avez des questions, on est là pour sur un petit temps d'échange. S'il y a une question, on la prendra volontiers. Qui sera possible, voilà. Et sinon, vous pourrez nous retrouver sur les stands dédiés, voilà. N'hésitez pas. Oui. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci. Merci à vous, c'était intéressant et puis ça vient en résonance avec des situations pas simples. Vous les avez bien décrites, me semble-t-il. Voilà, merci encore. Merci. Merci à vous.